J'ai encore le souffle coupé et les mains moites après cette course effrénée. Le cœur bat à tout rompre face à une telle décharge d'adrénaline. Ouais, que ce soit écouté d'une traite en livre audio, murmuré à l'oreille ou dévoré sur du papier jauni par le temps, l'expérience est viscérale. C'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Une plongée vertigineuse et brutale dans la lutte acharnée pour le pouvoir absolu, la survie politique et le sacrifice de soi. Électrisant. Carrément. On se retrouve instantanément dans la peau du jeune et fougueux gascon Charles de Batz de Castelmoret, dit d'Artagnan. Et on débarque directement sous les lames sifflantes et les étincelles d'un duel à mort dans les ruelles coupe-gorge de Paris, encerclé par les gardes du cardinal. C'est ça. Un gamin prêt à mourir pour un roi qui ignore son existence, tout en bravant les lois de ce même roi pour sauver l'honneur d'une reine infidèle. C'est totalement fou de s'engager dans une telle impasse, n'est-ce pas? Surtout qu'un faux pas, un seul, et c'est la décapitation immédiate pour haute trahison entraînant la destruction pure et simple de la couronne de France. Et ce qui est dingue, c'est que cette tension, elle te lâche pas une seconde. On a souvent cette fausse image du classique littéraire un peu lourd, tu sais, le gros pavé qui prend la poussière. Ah oui, l'image d'Épinal ennuyeuse au possible. Voilà. Alors qu'en fait, pas du tout. Faut comprendre comment ça a été conçu à l'époque. En 1844, c'est publié dans le journal Le Siècle. C'est l'équivalent de nos séries télé les plus addictives aujourd'hui. C'est le roman feuilleton par excellence. L'objectif, c'était vraiment pas de faire de la littérature bourgeoise, mais de rendre les lecteurs complètement accros. Mais littéralement accro, quoi. Chaque fin de chapitre est taillée sur mesure pour créer un suspense insoutenable. Ce fameux cliffhanger. Tu achetais ton journal le matin, tu lisais ton épisode et tu te rangeais les sangs jusqu'au lendemain pour savoir comment D'Artagnan allait s'en sortir. C'est ça. Ouais. Et ça oscille sans arrêt entre une tragédie hyper sombre et l'instant d'après une comédie légère. Il faut dire que le modèle économique jouait beaucoup. Dumas était payé à la ligne. Ce qui est une contrainte géniale, mine de rien. Dumas, il aimait vivre grand train, il avait besoin d'argent en permanence. Donc pour étirer le texte, il a multiplié les dialogues courts, les oui sire, non sire. Le fameux ping-pong verbal. Exactement. Et ironiquement, ce besoin d'argent a accouché d'un style ultra-moderne, très théâtral, qui empêche l'histoire de s'enliser dans des grandes descriptions interminables. Mais il y a un secret derrière ce rythme parfait. Un truc beaucoup plus sombre. Parce qu'on dit Alexandre Dumas sur la couverture, mais en vrai, il y a une alliance cachée. L'architecte de l'ombre, Auguste Maquet. Oui, Maquet, c'est fou cette histoire. C'est tragique même. Maquet, c'était un jeune professeur d'histoire, un génie de la structure. C'est lui qui fouillait dans les mémoires, qui agençait les péripéties, qui écrivait les premières versions pour que l'intrigue s'emboîte au millimètre. Il posait les murs porteurs de la maison, en gros. Voilà. Mais Dumas, c'était l'incendie à l'intérieur de la maison. Il prenait les brouillons très carrés de Maquet et il y balançait toute sa flamboyance, son humour, son souffle épique. Sauf que le pacte, c'était que seul le nom de Dumas figure sur l'œuvre pour vendre plus. Et Maquet a fini par exploser, il a fait des procès dans les années 1850. Des procès qu'il a en partie gagnés financièrement, oui, mais la justice lui a refusé la reconnaissance littéraire. Il a fini riche dans un château, mais totalement oublié. Pendant que Dumas, ruiné, entrait dans l'immortalité. C'est d'une tristesse quand il pense. Mais bon, cette dualité entre l'ordre de Maquet et la passion de Dumas, on la retrouve carrément dans la psychologie des personnages. C'est le roman d'apprentissage ultime. Avec D'Artagnan en figure de proue, la jeunesse brûlante, l'optimisme absolu qui refuse la défaite. Mais face à lui, t'as ces trois ombres, cette famille de substitution. Prends Athos par exemple. C'est pas juste le vieux menteur sympa. Ah non, Athos est rongé de l'intérieur. C'est un noble hanté par un passé tragique, qui cherche à se noyer dans l'alcool tout en gardant une dignité flegmatique. Et à côté, t'as Porthos, la force brute, joviale, exubérant, qui contraste à fond. Puis Aramis, le plus secret. Le mec est tiraillé en permanence entre sa vocation religieuse, les complots de cour et le tranchant de son épée. C'est l'incarnation du fameux « un pour tous pour un ». Oui, cet idéal de la fraternité française. Sauf que, historiquement parlant, c'est un peu un mythe géographique, non ? Totalement. Dans la vraie vie, au XVIIe siècle, il n'y a que D'Artagnan qui est gascon. Athos, Porthos, Aramis, et même leur capitaine Tréville, ils viennent tous du Béarn en Navarre. Ce qui n'était pas un détail à l'époque, hein. Pas du tout. C'étaient des provinciaux, souvent issus d'une petite noblesse fauchée. Ils montaient à Paris pour chercher la gloire avec rien d'autre que leur talent à l'épée. Ça représente cette image paradoxale de l'identité française, construite par des exilés de l'intérieur. Des mecs prêts à tout pour s'intégrer.
Et pour tester une fraternité aussi solide, il fallait des méchants à la hauteur. Et là, on a une galerie d'antagonistes terrifiantes, à commencer par Milady de Winter. Mille l'a dit, loin, très loin du cliché de la méchante de conte de fées. Ah, c'est la beauté et l'intelligence militarisée. C'est une espionne, une manipulatrice cruelle. Elle détruit psychologiquement ses ennemis autant qu'elle les empoisonne. Et surtout, elle partage ce lourd passé toxique avec Athos. Son pouvoir de séduction est une véritable arme de destruction massive. Mais elle agit pour quelqu'un d'encore plus grand, le fameux cardinal de Richelieu, qu'on a souvent caricaturé, à tort. Tellement caricaturé. Richelieu, c'est pas un monstre sanguinaire qui tue par plaisir. C'est l'incarnation pure, froide et calculatrice de l'intelligence d'État. Absolument. Quand il veut récupérer les diamants de la reine Anne d'Autriche, c'est pas pour faire du potin de couloir, c'est de la géopolitique. Mais oui, la reine flirte dangereusement avec Buckingham, l'Anglais, le premier ministre du pays, ennemi juré de la France. Pour Richelieu, c'est une faille de sécurité nationale inacceptable. Il veut la discréditer pour éradiquer l'influence étrangère et consolider la monarchie absolue face aux menaces extérieures. C'est de la raison d'État pure et dure. C'est ça qui est fascinant. Tu as cette machine d'État glaciale qui se fait systématiquement dérailler par le hasard, le destin ou l'audace de 4 soldats incontrôlables. Mais en parlant de soldats, faut qu'on redescende un peu sur Terre. L'univers de Dumas est super romanesque, mais il puise dans la réalité brutale des vrais mousquetaires recréés par Louis XIV. Ah oui, on est loin des ballets d'escrime élégants. Le vrai combat du XVIIe siècle, c'est la boue et le sang. C'est clair. Déjà, l'arme en elle-même, le mousquet. Un monstre. 7 kilos d'acier et de bois. Tu devais poser ça sur un piquet, une fourquine, juste pour viser. 7 kilos, Un. avec une cadence de tir ridicule. Un tir toutes les 2 minutes. 30 manipulations complexes avec de la poudre noire, tout en restant une cible statique sur le champ de bataille. C'était suicidaire. Et c'est justement à cause de ce temps de rechargement hyper long que l'épée entrait en jeu. Une fois la salve tirée, si l'ennemi chargé, ça se finissait en corps à corps désespéré pour survivre. L'épée n'était pas un accessoire de mode, c'était le seul moyen de ne pas se faire égorger dans la boue des tranchées. Les tranchées de Vauban, ouais, lors des sièges. Et au milieu de ce chaos absolu, il y a la véritable histoire de Charles de Batz de Castelmore, le vrai d'Artagnan. Son parcours est presque plus fou que le roman. Bien plus vertigineux politiquement. Pendant la Fronde, quand tout le monde trahit la couronne, lui, il devient l'homme de main de confiance, l'agent secret du cardinal Mazarin. Il prenait des risques insensés. Et cette loyauté à payer. En 1661, Louis XIV lui confie une mission qui fait trembler toute l'Europe. Arrêter le surintendant Nicolas Fouquet. Et pas seulement l'arrêter, il devient son geôlier implacable. Pendant 4 ans, il escorte Fouquet de donjon en donjon, dormant dans la pièce d'à côté. Une abnégation totale, qui le propulse au sommet, jusqu'à devenir gouverneur de l'île en 1672. Avec son accent rocailleux et son sale caractère qui terrifiait même les ministres. Jusqu'à cette fin brutale, en pleine gloire. Le 25 juin 1673, le sanglant siège de Maastricht. Une balle de mousquet lui tranche la gorge en pleine bataille. Dumas a utilisé les mémoires romancées de ce destin foudroyant pour forger sa propre légende. Et c'est là que le piège du récit se referme inexorablement sur nos héros. Complètement. Les machinations venimeuses de Milady de Winter atteignent leur paroxysme mortel. Le fracas des canons du siège de La Rochelle menace de tout anéantir. Le courage et la devise légendaire suffiront-ils face à la trahison absolue? L'épée est tirée, le destin même du royaume vacille au bord du gouffre. Il est absolument vital, presque instinctif, d'ouvrir ce livre, d'en tourner la page suivante pour découvrir qui survivra à cette toile mortelle. Et l'aventure n'attend plus. Et ça nous laisse avec cette question vertigineuse pour tous ceux qui écoutent cette histoire. Si Maquet a bâti les fondations et que Dumas a volé la lumière pour rendre ses héros immortels, peut-être que les plus grands chefs-d'œuvre de notre histoire ne sont au fond que des mensonges magnifiquement orchestrés. Une illusion collective dont on a désespérément besoin pour croire encore en l'héroïsme aujourd'hui. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo.
Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.